qui s'intéressent à la politique de très près connaissent son nom. Mais vous connaissez ses travaux, en tout cas, même si vous ne connaissez pas son nom. Éric était l'attaché politique de Pierre Curzi pendant ses années en politique dernièrement. Et on peut dire qu'Éric Bouchard, c'est l'homme derrière les études qui ont été faites sur le français au Québec ces dernières années. C'est lui qui les a réfléchis, qui a fait les recherches, qui les a écrits, en fait. On peut dire ça, Éric, je pense? On peut vraiment dire ça. Il est d'accord avec moi. Donc, c'est un peu le gars derrière Pierre Curzi. Éric Bouchard! Alors, bonsoir, mon cher Lion d'Or. J'en profite, je sors de l'ombre de Pierre Curzi. Bravo! Je veux parler, c'est le thème de la soirée, de langue et de plaisir de la bouche. Comme Denis vient de le dire, j'ai fait plusieurs trucs, ça fait 3 ans et demi. Pierre Curzi m'a engagé, il dit « Tu sais, Éric, moi je suis capable de parler de la langue avec mon cœur, en 2009. Il dit « Je suis capable d'émouvoir les gens qui ont à cœur la langue française, mais ceux qui ont un discours plus rationnel, je ne suis pas capable de les atteindre. » Il dit « J'aimerais ça que tu me travailles la question linguistique pour faire en sorte que j'ai un discours qui atteigne ces gens-là. » Et donc là, je me mets à faire des études, et je rentre au bureau. Première journée de travail, il dit « Bonjour Éric. » Il dit « Bon, bonne journée. » Très gentil, très classe, Pierre. Et il me montre 2 piles de documents, haut de main. Il me dit, ça c'est toutes sortes d'études, ça va me prendre une nouvelle loi 101, une nouvelle politique dans la langue française. Merci, bonne journée. Ça a commencé de même ma première journée. Alors, 9 mois plus tard, on accouche du premier document qui s'appelle le Grand Montréal sans anglicisme. Et ce document-là, dans le fond, c'est un document qui était fouillé, là, c'est... Vous n'avez pas idée comment j'ai travaillé là-dessus, des données de Statistique Canada, de l'Institut de recherche du Québec, de l'IRPP, en tout cas, bref, il y avait du Conseil supérieur de la langue française. Et là, on accouche du document Le Grand Montréal sans anglicisme, et là, on explique comment Montréal sans anglicisme. Mais on ne donne pas les solutions, comment inverser la tendance, on fait juste expliquer pourquoi. 9 mois après, encore une fois, on fait des recherches, on fait des études. Je me casse la tête, je ne dors pas de la nuit. Et là, on sort un document qui disait finalement qu'il faut appliquer la loi 101 au collégial parce que ce serait une des façons, je dis bien une des façons d'inverser la tendance à l'anglicisation. Après ça, Pierre Curzi décide de prendre sa retraite, mais il dit avant de prendre sa retraite, la politique, il dit « faudrait que je laisse quelque chose. Faudrait qu'on écrive une nouvelle loi 101. » Fait que là, toutes les données qu'on a accumulées, tous les chiffres, tout l'argumentaire qu'on a accumulé au fil des ans, là, il faut le transposer en termes juridiques. Puis là, on a accouché de ça au bout de plusieurs mois. L'année passée, il y a exactement un an, on a déposé le projet de loi 593, qui était une nouvelle loi 101. Dernièrement, je me suis impliqué plus du côté de l'Option nationale. J'ai écrit un mémoire pour Option nationale sur le nouveau projet de loi du gouvernement Marois sur la nouvelle loi 101. Puis en plus, j'ai dirigé une étude sur le sous-financement des universités francophones pour dire que ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une étude avec des chiffres, là, vous n'avez pas idée des tableaux, des graphiques. Je suis fatigué de parler de la langue avec ma tête. Je suis fatigué de parler des chiffres. Je suis fatigué de parler de l'argumentaire. Je peux-tu vous parler avec mon cœur ce soir? Bon! Alors, je vais vous conter un peu mon histoire. Mon histoire, c'est beaucoup avec les immigrants dans ma vie. Moi, j'ai été très, très près de l'immigration dès mon jeune âge. J'ai 40 ans. Donc, disons qu'en 1973, d'avoir un monde autour de toi qui est assez immigrant, il n'y avait pas beaucoup de monde au Québec, c'était comme ça. Ma mère, c'est une immigrante. Une immigrante de pas loin, mais une immigrante quand même. Elle vient du Bas-Saint-Laurent. Oui, elle vient du Bas-Saint-Laurent, elle vient dans le coin de Rimouski. Mais pour elle, elle était une immigrante parce qu'elle est partie de son village natal, où est-ce qu'elle avait un réseau social, elle avait plein de monde qu'elle connaissait. C'était l'institutrice de l'école. Et là, elle part, elle s'en vient à Montréal, puis elle n'est même pas capable de prendre l'autobus. Elle se trompe de bord. Quand elle prend l'autobus, à la place de s'en aller à la ville d'Anjou, elle s'en va dans l'ouest de Montréal. Donc, tu sais, elle est un peu immigrante, pas mal, parce qu'elle était perdue. Et là, elle se trouve un emploi au Mont-Saint-Antoine. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le Mont-Saint-Antoine? Oui, bon. Ceux qui ne le savent pas, c'est, dans les années 60, on disait, c'est l'école des bonnes. Dans les années 70, on a changé nos termes, on dit, c'est l'école des délinquants. Et dans les années 90, ben là, dans les 2000, c'est l'école des mésadaptés socio-affectifs. Et donc là,
Ma mère se retrouve là, mais qui veut enseigner, dans le fond, à ce qu'on appelait des toughs, tu sais, des gens qui peuvent avoir un passé criminel ou un passé familial assez difficile. Pas grand monde. Ma mère et des immigrants. Et ces immigrants-là, c'est Sol Cohen, une juive israélienne. C'est Donnie Ben-Simon, une juive marocaine. C'est Madeleine Sabongui, une égyptienne chrétienne. C'est Adèle Toufik, un égyptien chrétien. C'est Roland Ténard, un haïtien. Et tout ce monde-là, c'est des gens que je rencontre au dépouillement d'arbre de Noël de l'école quand j'ai 3, 4, 5, 6, 7 ans. Dans les fêtes de famille, ma mère n'a pas tant que ça d'amis francophones de souche du Québec. Qui vient chez moi, c'est ces gens-là? Qu'est-ce que ma mère leur fait à manger, d'après vous? Et dites-moi pas le pâté chinois, s'il vous plaît. Ma mère, c'est une grande cuisinière. Du Ciport, bravo! Du bon Ciport du Bas-Saint-Laurent. Mais, ma mère, vous savez ça que c'est ma mère qui a inventé des commandements raisonnables au Québec, hein? Parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient, moi, le porc, je suis pas trop sûr, puis du pâté à la viande. Non, mère, c'est pas grave, je vais vous mettre du veau à la place. Vous allez manger de la bonne nourriture québécoise, vous allez voir que la nourriture québécoise est extraordinaire. Et les gens sortaient de chez nous, Huguette, c'est extraordinaire, ta tarte aux pommes, ta tarte aux framboises, ton cipard, ton pâté. Il était fou. Puis là, il disait, mais Huguette, est-ce que tu as déjà goûté des baklava? Ben non, je n'ai pas goûté à ça. Là, maman était curieuse. Elle aime ça parce que l'amour se passe avec la nourriture, hein? La bouche, le plaisir de la bouche. J'aime ma langue dans ta bouche. Donc, c'est le temps. Et là, elle apprend à faire des baklava. Elle apprend à faire des feuilletés aux épinards. Et aujourd'hui, en 2013, à l'est de Papineau, il n'y a pas personne qui peut la battre sur les baklava et les feuilletés aux épinards. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que c'est pas Gérard Bouchard qui a inventé le concept d'interculturalité. C'est ma mère qui a inventé ça. OK? Première des affaires, c'est ça. Bonne applaudissement pour Huguette Lévesque, tout le monde! Bon! Après ça. Mais qu'est-ce qui a permis cette interculturalité-là? Ça a permis... ce qui a permis ça, c'est une langue commune, qui s'appelle la langue française, et des institutions d'enseignement francophones où le monde entier est venu à ma mère, et ma mère est allée au monde entier. Par la suite, moi, je suis un enfant de la loi 101, hein, parce que moi, je suis rentré en maternelle en 1978, donc dans les premiers élèves. Et, mes meilleurs amis quand j'étais jeune, c'était Gino Castura, un fils d'immigrant, et Gabriel Méus, un fils d'immigrante haïtienne. Au secondaire, mon meilleur ami, pendant tout secondaire, Bonlang Shea, un Cambodgien. Hein, pour les plus jeunes, à une certaine époque, les vagues d'immigration, c'était Laos, Vietnam, Cambodge, qui venaient en boat people. Moi, j'ai appris un paquet de bonnes choses, puis j'ai mangé un paquet de bonnes choses cambodgiennes. Et c'était quoi le mets préféré à Bonlang quand il venait chez ma mère? Le Ciport, exactement, avec du ketchup fait? Bravo! Qu'est-ce qui a permis, en fait, encore une fois, cette interculturalité-là? C'est la loi 101. Encore une fois, la bouffe. Mais c'est des institutions francophones et une langue commune. Oh, puis j'oubliais, dans mon passage du secondaire, j'ai sorti avec la belle Nina. Nina Enmo, une Libanaise d'origine. Puis là, c'est là que j'ai découvert c'est quoi. Là, j'étais rendu plus vieux, puis j'ai découvert c'est quoi le parcours d'un immigrant, d'un homme qui arrive à 50 ans pour faire vivre sa famille au Québec, puis qui n'a pas de réseau social. Et qui, lui, cherche finalement à gagner sa vie honnêtement, fait qu'il se met à faire des chandails, des impressions de chandails, il travaille 7 jours sur 7 comme un malade. Et là, j'ai comme vu une autre réalité de l'immigration. Puis là, je m'estinais avec Nina, sur la loi 101, je m'estinais avec sur la question d'indépendance, mais on s'estinait en français. Puis, disons qu'il y a eu plus que des échanges de nourriture qui se sont faits avec la langue. Disons qu'il y a eu un certain plaisir. Arrive à l'université, je me suis fait 2 très très grands amis. Reda Itali, un musulman d'Algérie, et Vanessa Casanovas. Michel, une athée catalane. Fait qu'imaginez les belles discussions qu'on peut avoir toute la gang ensemble à parler de politique, à parler de langue, à parler de culture, parce que ils s'intéressent beaucoup à la culture québécoise, et nous, on s'intéresse beaucoup à la culture catalane, culture algérienne. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre le catalan. Encore une fois, qu'est-ce qui a permis cet échange culturel-là, cette interculturalité-là? C'est une langue commune. C'est le Ciport. C'est vrai, encore une fois, le Ciport.
Le SPOT, donc une langue commune et des institutions d'enseignement en français. Donc, là, je viens de comprendre pourquoi, depuis 3 ans et demi, je défends la langue avec autant d'acharnement. Je viens de comprendre pourquoi je défends la loi 101 collégiale avec autant d'acharnement. Je viens de comprendre pourquoi je fais des études sur le sous-financement des universités francophones, parce que je veux que tout le monde, les francophones, les allophones, puis même les anglophones, on se dise on va aller dans la meilleure université francophone au monde, exemple l'Université de Montréal. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai appris à faire des ceintures fléchées qui sont métissées ultra serrées. Bonne soirée tout le monde.